Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Vous commencez à le savoir, mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, l'envie de s'intéresser à ce phénomène, elle est venue d'une conversation que j'ai eue récemment avec ma petite sœur. On discutait des médias, des gens qui prennent la parole et monopolisent les débats actuels, et de ceux qui parlent pour ne rien dire. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé si j'avais déjà entendu parler du terme suivant, l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu savant qui désigne une personne qui parle avec aisance de choses qu'elle ne connaît pas complètement. Une personne qui parle d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas tout à fait, avec assurance, en étant à l'aise. Ce concept, assez vite, il m'a fait penser aux personnes qui, au contraire, ne se sentent pas légitimes. Celles qui ne se sentent pas à leur place quand on leur demande de s'exprimer dans la vie ou au travail par exemple. D'ailleurs, au moment de créer ce podcast, je dois avouer que j'ai pas mal douté de la valeur de la parole que je pouvais partager. C'est certainement mon syndrome de l'imposteur qui se manifeste à travers cette remise en question. Si on s'intéresse à ce que la recherche a observé à ce sujet, je suis loin d'être la seule à ressentir ça, puisque 70% des gens souffriraient du syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre de leur vie. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que vous aussi, vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur ? Et si oui, comment est-ce que vous vivez avec ça ? Et comment est-ce que vous avez dépassé ce sentiment ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir rapidement sur l'ultra-crépidarianisme et ensuite, on va prendre quelques minutes pour s'interroger sur ce que signifie vraiment le syndrome de l'imposteur et entre autres, comment il se manifeste et d'où il vient. Pour finir, il me semble pertinent de faire le lien avec l'apprentissage des langues, plus précisément. Ça va être l'occasion de proposer quelques solutions pour ne plus subir ce sentiment d'illégitimité. Pour commencer, revenons à ce mot savant dont je vous parlais à l'instant, l'ultra-crépidarianisme. Je vous rappelle brièvement la définition. On parle d'ultra-crépidarianisme quand une personne donne son opinion sur tout, sans toujours avoir de connaissances ou de compétences sur les sujets dont elle parle. En gros, ça implique une certaine confiance en soi, une certaine assurance. Avoir de l'assurance et avoir confiance en soi, c'est la même chose ici. Et en fait, c'est quelque chose qu'on pratique tous, à des degrés différents, bien sûr, dans nos conversations informelles, avec nos proches, avec nos collègues. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais j'ai souvent l'impression, autour de moi, d'entendre des gens dire quelque chose comme « Je suis pas un expert dans ce domaine, mais… » et je vous laisse compléter la phrase. Bref, là où ça commence à poser problème, c'est quand on retrouve ce genre de discours dans les médias, quand ce phénomène devient plus présent dans la parole publique. Comme vous le savez, c'est particulièrement le cas dans le contexte actuel, avec la crise du Covid, où on peut entendre tout et n'importe quoi sur des chaînes d'information dites sérieuses. Quand des informations, des commentaires, des opinions, des connaissances
des fake news, en français on les appelle les infox. Quand tout ça circule dans le même espace, les différences entre ce qui est une information et ce qui relève de l'opinion, pour résumer, ces différences deviennent floues. La question qu'on se pose, c'est comment faire le tri dans tout ça. Faire le tri, c'est organiser les choses en catégories pour garder les informations fiables. Autrement dit, celles qui m'inspirent la confiance. Comment faire le tri ? C'est évident, mais avant tout, il faut développer son esprit critique. Dans la vie quotidienne, je suis la première à lire rapidement les gros titres sans forcément aller plus loin. Mais avant de partager un article, c'est important de prendre le temps de lire l'article en entier et surtout de faire attention à sa source. Pourquoi c'est important de se poser des questions sur l'ultra-crépidarianisme ? C'est justement parce que de nos jours, ce type de discours occupe une place plus importante dans les médias, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ce phénomène. À côté de ça, la majorité silencieuse, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ne s'expriment pas publiquement, dont on fait partie, cette majorité silencieuse a un rôle tout aussi important à jouer dans les échanges de la vie quotidienne. C'est en étant informé qu'on peut agir à notre niveau, qu'on peut savoir utiliser les bons arguments pour faire avancer les conversations et s'éloigner de la cacophonie actuelle. Avant de passer à la suite, je suis curieuse de savoir comment vous vous informez, vous qui écoutez ce podcast. En français ou dans votre langue maternelle, est-ce qu'il y a des sources spécifiques que vous utilisez pour être mieux informé ? J'attends vos réponses avec impatience et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrai faire un épisode avec quelques recommandations dans le futur. C'est le moment de faire un virage à 180 degrés et de parler du thème principal de l'épisode de cette semaine, le syndrome de l'imposteur. Juste 2 mots sur ma propre expérience pour commencer. Depuis que j'ai lancé mon podcast en janvier dernier, c'est un projet qui m'a apporté beaucoup de choses positives. Et en même temps, ça m'a aussi apporté des doutes sur ma légitimité, sur mes compétences. Parfois je me demande, est-ce que je parle pour ne rien dire et j'en suis pas consciente ? J'ai beau recevoir des commentaires encourageants, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de me dire que je suis pas à la hauteur par rapport à... je sais même pas par rapport à quoi. Et le pire dans cette histoire, c'est que je sais que cette idée est complètement irrationnelle. Bref, un peu plus tôt, je vous ai posé la question, est-ce que vous aussi, vous vous sentez concerné par le syndrome de l'imposteur ? Ou est-ce que ça a été le cas à une autre période de votre vie ? Ce qui m'a aidé à relativiser, en faisant des recherches sur le sujet, c'est d'apprendre que 60 à 70% des gens peuvent ressentir au moins une fois dans leur vie les effets de ce syndrome. Ce nombre, c'est Pauline Rose Clance qui nous le donne. Elle est l'une des psychologues qui a contribué à identifier ce phénomène dans les années 70. Pour mieux comprendre le syndrome de l'imposteur, on peut observer ce qui le caractérise. 3 choses principales. La première, c'est l'impression de tromper son entourage, c'est-à-dire de ne pas être à la hauteur, encore une fois, et également de ne pas mériter ce qu'on a, de ne pas être à sa place. La deuxième chose, c'est la mauvaise attribution. La mauvaise attribution, ça veut dire qu'on attribue notre réussite à des facteurs extérieurs. Autrement dit, on considère que notre réussite est seulement due à la chance, par exemple. La troisième et dernière chose, c'est la peur d'être démasqué par les autres. On a peur que les autres se rendent compte qu'on n'est pas aussi bon, entre guillemets, qu'on n'est pas aussi bon qu'ils le pensent, et par conséquent, qu'ils découvrent l'imposture. Je voudrais aussi rebondir sur l'idée de mauvaise attribution. Avec le syndrome de l'imposteur, d'une part, la personne externalise ses réussites.
Comme je vous le disais à l'instant, elle explique ses réussites par des raisons extérieures. La chance, la tâche à accomplir est très facile, etc. Mais d'autre part, elle internalise ses échecs. Si j'ai échoué, c'est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas assez compétent. En plus de tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, le syndrome de l'imposteur s'accompagne d'une vision fixe de l'intelligence, une vision binaire, où on est soit compétent, soit un imposteur. Alors qu'en réalité, l'intelligence, la capacité à être performant, changent au fil du temps. Je crois qu'on a tendance à oublier qu'on apprend quelque chose de ses erreurs, et que c'est grâce à ça qu'on peut améliorer ses compétences. En faisant mes recherches, j'ai entendu parler du cycle de l'imposteur. Il est directement lié à l'anxiété qu'on va avoir quand on commence à travailler sur un nouveau projet, par exemple. En réaction à cette anxiété, un cercle vicieux se met en place. Ça se traduit par des stratégies d'auto-sabotage adoptées par la personne, d'une manière consciente ou non. Quand je parle des stratégies d'auto-sabotage, je pense surtout à la procrastination. La procrastination, c'est cette tendance à repousser au lendemain, à repousser à plus tard quelque chose qu'on est censé faire. Une autre stratégie, c'est celle du travail frénétique. Dans ce cas-là, les personnes travaillent très dur, trop dur pour compenser leurs doutes et être certains de réussir. Tout à l'heure, je vous parlais de cercle vicieux. En effet, si on réussit une tâche après avoir procrastiné, on pense que c'est dû à la chance. Et si on réussit après une période de travail frénétique, on se dit que si on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir, ça veut dire qu'on n'est pas si compétent que ça, à la base. On reste bloqué dans ce mode de pensée, et c'est là que le cercle se répète. Pour mieux comprendre ces mécanismes, il faut se demander d'où vient le syndrome de l'imposteur. Et d'après vous, est-ce qu'il est apparu récemment, pendant les dernières décennies ? Il semble qu'il existe depuis plus longtemps qu'on pourrait le penser. Ça a du sens, parce que le syndrome de l'imposteur serait lié à la peur de ne pas être accepté. La peur d'être rejeté par sa communauté. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis toujours, appartenir à un groupe est un élément clé à notre survie. C'est quelque chose qui contribue à notre bien-être mental, qui donne un sentiment de sécurité. C'est ce qui explique cette peur primaire de ne pas être à la hauteur, d'être démasqué en tant qu'imposteur et par conséquent d'être rejeté par les autres. Si on est exclu du groupe, on risque d'être plus vulnérable. Le syndrome de l'imposteur est donc aussi très lié au sentiment de sécurité dans la société. D'ailleurs, si on a cru pendant longtemps que le syndrome de l'imposteur touchait plus les femmes et les minorités, on sait maintenant qu'il affecte d'autres catégories de la population, auxquelles on ne s'attend pas forcément. On n'imagine pas, on ne s'attend pas à ce qu'il touche les personnes riches et privilégiées. Mais c'est le cas, en réalité. Après tout, le syndrome de l'imposteur trouve aussi sa source dans la comparaison avec les autres. Se comparer aux autres, ça fait partie de la nature humaine. Certes, le syndrome de l'imposteur peut toutes et tous nous toucher, mais je pense que c'est important de souligner les enjeux spécifiques de ce phénomène pour les minorités. En raison des stéréotypes sociaux, de genre, de classe, de race, quand on est la première ou le premier de sa famille à faire de grandes études, par exemple, trouver sa place, se sentir légitime, peut être plus difficile. Une dernière chose avant de passer à la suite, le syndrome de l'imposteur peut aussi être lié plus précisément à l'environnement familial, dans l'enfance. Par exemple, un enfant survalorisé ou au contraire une absence de valorisation de l'enfant, la comparaison entre frères et sœurs ou avec une personne extérieure à la famille, et enfin, un enfant ayant un profil atypique, un enfant surdoué. Grandir dans ces types de contextes familiaux peut aussi favoriser chez les enfants un sentiment de différence.
un sentiment qui peut parfois mener au syndrome de l'imposteur, ou alors prendre un autre chemin, en fonction de chaque personne. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se détacher de son syndrome de l'imposteur ? Je sais que, dans mon cas, il se manifeste souvent à travers la comparaison. Et quand j'entends que 60 à 70% des gens se sentent concernés par ce syndrome à un moment ou à un autre de leur vie, quelque part, ce nombre ne m'étonne pas vraiment. Et vous, dans l'apprentissage des langues ou dans la vie en général, vous faites quoi pour vous débarrasser de cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez légitime ? Une piste intéressante à explorer, je trouve, c'est de faire une liste des choses que vous avez accomplies au fur et à mesure de votre apprentissage. De cette manière, les choses sont écrites noir sur blanc, c'est-à-dire clairement. Et c'est un bon moyen de voir vos progrès. Ça vous aide à prendre du recul, à avoir une meilleure vision globale du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, avant de passer à la suite. Il n'y a pas si longtemps, dans ce podcast, on a parlé du journal et de l'écriture. Tenir un journal permet de garder une trace et de chercher à mieux comprendre les origines de votre syndrome de l'imposteur. Quand je doute de mon projet de podcast, j'aime bien me remémorer les commentaires positifs et encourageants que j'ai déjà reçus, et ça m'aide à remettre les choses en perspective. C'est un petit exercice que je vous encourage à faire aussi. Mais ce que je trouve le plus utile, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Vous serez surpris, ou non, de réaliser qu'on est nombreuses et nombreux à partager ces doutes et à connaître ce phénomène. D'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé le mot « phénomène » aujourd'hui. C'est intéressant de savoir que ce sont les médias qui ont adopté le mot « syndrome ». Les psychologues qui ont identifié ce concept préfèrent utiliser le mot « phénomène », un terme moins connoté qui reflète mieux son caractère passager. C'est un phénomène dont on peut commencer à se défaire quand on apprend à voir, à vraiment voir, ses progrès, les choses qu'on a accomplies et l'impact que cela peut avoir sur nous-mêmes et sur les autres, dans la vie en général. C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre rapport au phénomène de l'imposteur. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète encore et toujours, mais vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!